ceux qui nous rejoignent pour la première fois, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le concept Think Like a Woman. Alors Think Like a Woman, c'est un concept dédié au développement personnel de la femme, de son bien-être et de son évolution dans la société. On a plusieurs axes de communication qui sont les podcasts. Alors n'hésitez pas à les écouter, ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On a également les interviews de femmes motivantes et inspirantes disponibles sur notre compte Instagram Think Like a Woman. Et pour terminer, nous avons les quotes motivants. Donc abonnez-vous. Et puis les talk shows mensuels avec une invitée. On a l'occasion d'accueillir d'ailleurs Sarah Chilin Ezel, si je prononce bien, c'est ça. Qui est un nom allemand, donc désolée si par moment je bug un peu. Et puis d'ailleurs, pour introduire un petit peu la thématique, alors on va parler d'une destination de rêve, une île paradisiaque, la Martinique, qui accueille aujourd'hui, me semble-t-il, plus d'un million de touristes partout dans le monde. Il faut savoir que justement, c'est un véritable tremplin pour les créateurs d'entreprises, valoriser le territoire via le business du tourisme. C'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, merci à toi, Sarah, d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est un véritable honneur pour nous. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à la communauté? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, j'ai Sarah. J'ai 30 ans depuis hier et je dirige l'agence Sweet Caribbean Holidays, plus connue sous SCH, qui est une agence de conciergerie en Martinique. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment fonctionne ton agence, comment ça se passe? Alors, en fait, on gère un parc d'une 50aine de villas de standing en Martinique avec deux activités bien distinctes. Donc, la première, c'est l'intendance, donc tout ce qui va être management de villas, la partie opérationnelle, accueillir les clients, s'occuper de l'intendance pure en fait de la propriété. Et le deuxième département, ça sera la conciergerie où là, on va accompagner le voyageur avant même qu'il arrive sur tout ce qui va être des activités, des services de chef privé, des excursions, enfin peu importe les besoins qu'il pourra avoir sur l'accompagnement pendant son séjour. D'accord. Ben, ça paraît intéressant tout ça. Hein. D'ailleurs, on va développer, on va parler plus en profondeur de tout ce qui est le tourisme. D'ailleurs, je pense que tu as une véritable connaissance, donc tu pourras nous apporter tes connaissances à travers tout ce partage. Est-ce que tu sais comment l'émission se déroule? Absolument pas, je découvre. Alors, comme d'habitude, on est sous le format Straight Talk. Donc, le format Straight Talk, c'est on a collecté plusieurs questions que la communauté, on a mis en place un sondage. Donc, la communauté a répondu à ce sondage. D'ailleurs, merci à vous. Chaque fois, vous êtes un peu plus nombreux à participer à ces questions. Et puis, on va parler tourisme. Donc, voilà, donc c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up. Level up, level up, level up, level up, level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all this. On va commencer. Donc je choisis, je lis. C'est ça. Alors, pourquoi avoir choisi le tourisme? Quel a été le déclic? Alors le déclic, je pense que je l'ai eu très jeune quand j'ai commencé à voyager avec ma mère. Et aussi quand je l'accompagnais en fait pendant ses séminaires. Donc je restais très souvent en fait dans les hôtels à contempler les hôtesses de l'air qui arrivent, à contempler le staff et j'étais impressionnée en fait par ses uniformes, par la qualité du service, comment est-ce qu'un concierge il accueillait des clients en fait à l'entrée de l'hôtel et j'ai compris en fait que l'industrie du voyage, à l'époque je ne savais pas que c'était le tourisme et l'hôtellerie, mais l'industrie du voyage que c'était ça, c'était ce que je voulais. Très jeune, je pense que je devais avoir peut-être 14-15 ans. Et donc après le vrai déclic sur la partie tourisme, c'est venu après. Donc j'ai fait des écoles de management, j'ai fait des études de management hôtelier, mais du coup, j'ai commencé par la cuisine, après l'hôtellerie, et c'est petit à petit que je me suis vraiment en fait intéressée au tourisme. Après, je pense que c'est un tout en fait. Oui, c'est hôtellerie, restauration, voyage, tout fait partie du tourisme. D'accord. Et du coup, comment tu pourrais dire qu'est-ce qui t'a percuté sur la conciergerie? Pourquoi la conciergerie? En fait, moi, je suis fan du service plus. Après, c'est peut-être mon côté allemand qui fait ça, mais j'adore en fait le service de qualité. J'ai adoré aussi pendant mes voyages depuis toute jeune, quand on m'appelle par mon nom, bienvenue Madame Chilan. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites attentions-là dont moi, j'étais fan en tant que cliente, que je me suis dit, mais je veux pouvoir en fait faire quelqu'un vivre les mêmes émotions en fait.
Voilà. Ok, ça me va. On passe à la next question. Ok. Hop. Hop. Oui. C'est la question la plus compliquée. Comment fais-tu pour gérer travail et famille? Bah, je ne sais pas vraiment comment je fais. Je sais, j'ai pas encore la formule magique, donc si quelqu'un a la formule magique, je veux bien. Mais c'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué. J'ai dû m'adapter en fonction du développement de mon fils, qui a 4 ans maintenant, à son rythme de vie, adapter ma vie professionnelle en fait par rapport à ça. Donc aujourd'hui, bah, je me lève à 3 h du matin tous les jours. Entre 3 et 5 h, c'est mes moments à moi. Donc c'est où je m'occupe de mes cheveux, mes trucs de fille, où j'écoute des podcasts. Et puis après, j'enchaîne en fait 5 h du matin. Il se réveille vers 5 h 30, bah, un petit déjeuner, l'école. J'arrive au bureau à 8 h. J'y suis jusqu'à peu près 16 h. Bien souvent, pas de pause. Et puis après, j'enchaîne la deuxième partie de ma journée où je le récupère à l'école. Et je suis couchée à 20 h 30. En gros, voilà, c'est quoi en fait, comment je gère maintenant. Et puis après, bah, je suis maman célibataire, très heureuse d'ailleurs, mais ça fait partie en fait de mon quotidien où c'est des fois un peu compliqué à gérer. Mais bon, j'ai une super famille, j'ai des super amis, donc qui, dès que je les appelle, même pour faire du babysitting, elles sont opérationnelles. Et tu voyages du coup avec ton fils? Le plus souvent que je peux, voilà. Enfin, très jeune, je crois qu'il n'avait même pas encore 4 mois, on est parti à Barbade, 2 mois après on était aux États-Unis. Je l'emmène le plus souvent que possible avec moi quand je peux. Et c'est pas dérangeant, tu arrives à voyager sans souci J'arrive à voyager sans souci, je l'emmène aussi à des rendez-vous avec moi, avec mes clients en fait. Donc je pars du principe que bah, ça fait partie de mon quotidien et donc ça n'altère pas en fait la qualité de mon travail ni de mes relations professionnelles, bien au contraire. Donc non, j'embarque avec moi. Alors je vais piocher parce qu'il y a beaucoup de questions qui te concernent, hein, mais du coup il y a des questions aussi peut-être que je peux répondre. Ah ben non, là ça te concerne. Ok. Est-ce que cela a été dur de monter ton entreprise en Martinique? Alors, est-ce que ça a été dur? Monter l'entreprise, ça n'a pas été dur. Franchement, j'ai rempli des papiers, j'ai été à la banque. C'était un peu compliqué pour moi de comprendre au départ comment ça fonctionne parce que, en fait, j'ai créé l'entreprise aux États-Unis et ici en même temps. Aux États-Unis, j'ai rempli un document sur Internet, j'ai payé, c'était fini. Ici, c'était plus compliqué. Mais ce n'était pas difficile en soi. C'est juste qu'il y a plein de procédures, plein de paperasses. Et puis ensuite, je fais la différence entre créer l'entreprise administrativement parlant et puis le reste. Le reste, c'est autre chose. Et le reste, du coup, c'est qu'est-ce qui est plus compliqué justement dans cette partie qui est… Le reste, ben, pour moi, ce qui était compliqué, c'était… J'ai pas fait forcément, par exemple, d'études de marché. Voilà, ça veut dire que je me suis fiée à mon instinct. Mais au début, c'était compliqué. Ça veut dire que j'ai pivoté au moins 2 ou 3 fois jusqu'à arriver au business model que j'ai maintenant. Et même après, enfin, on aura bientôt 3 ans, je ne suis pas sûre que mon business model aujourd'hui soit complètement en fait stable. Voilà, parce que de toute façon, on est dans une activité saisonnière, etc. Il va me falloir encore un peu de temps pour prouver la stabilité du business model. Mais au départ, c'était… je me rappelle, on allait à l'aéroport avec des prospectus pour essayer d'attraper les clients alors qu'on n'avait pas le droit. Enfin, on a fait des trucs au début. C'était vraiment difficile le début. Mais d'ailleurs, je tiens quand même à te féliciter parce que tu fais partie de la première entreprise à avoir fait des influenceurs venir… Alors, tu pourrais nous raconter un petit peu cette expérience? Alors, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par, en 2016, on a eu l'opportunité… il y avait des influenceuses allemandes en fait qui venaient pour faire un tournage. On en a rencontré une d'entre elles qui nous a dit voilà, on a besoin d'une destination dans la Caraïbe pour faire ce tournage d'une télé-réalité. La production va absolument qu'on en choisisse une. Et moi j'ai dit c'est dans combien de temps? Ils ont dit 1 semaine. J'ai dit ok, bon bah venez, on organise tout. Et j'ai mis toute mon équipe en fait dessus. On avait 1 semaine pour tout organiser. Et à ce moment-là, bon, je pense que le marketing d'influenceurs n'était pas encore très connu en Martinique, mais on a quand même réussi à faire des choses. C'était top. Et puis on l'a renouvelé la 2e fois avec… Aujourd'hui, elles viennent souvent sur l'île et grâce à elles, leur communauté en tout cas, qui est quand même mondiale, connaissent la destination de Martinique. Exact. Dani, si je me rappelle bien, elle m'avait montré ses stats.
et elle a une très grande communauté Martinique-Guadeloupe, vraiment très grande. Oui, Donc, parce qu'elle a commencé, elle est arrivée ici, elle en avait 6 000, elle est repartie, elle en avait 12 000. Ça veut dire qu'elle en a au moins 6 000, ce sont en fait des Martiniquais et des Guadeloupéens. Et puis moi ce que j'apprécie aussi chez Dani, c'est qu'elle est accessible. C'est-à-dire que tu lui réponds, elle parlait de rhum dernièrement, je lui ai dit le rhum de la Martinique c'est le meilleur, elle m'a répondu yes. Donc c'est ce qu'on aime bien je pense, et je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes engagées avec Dani aussi. Ouais, tant mieux alors, top. On passe à la question d'après. Hop, ça. Alors, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence pour toi entre le tourisme anglophone et francophone? On a l'impression que niveau digital et communication, nous avons un train de retard. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Si c'est entre le tourisme, en fait, on va dire le professionnalisme anglophone et francophone dans le milieu du tourisme, oui, il y a une énorme différence. Dans la Caraïbe, je ne sais pas à quoi ça pourrait être dû. Moi, je pense toujours qu'il y a un problème entre être asservi et servir. C'est ma conception des choses. Sur les îles anglophones, effectivement, la qualité du service, elle est différente. Ils sont beaucoup plus avenants, ils sont heureux en fait d'accueillir et de servir. Voilà. Et en Angleterre, c'est pareil, enfin un petit peu moins. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est le service plus, peu importe en fait le client. On voit chez McDo, de toute façon chez McDo, enfin une entreprise américaine, c'est venez comme vous êtes. Donc c'est exactement la même chose dans le professionnalisme en fait du milieu du service aux États-Unis. Pour la deuxième partie, on a l'impression qu'au niveau digital et communication, nous avons un train de retard. On a un très gros train de retard, mais bon, ça on est déjà habitué, donc c'est faire avec et faire partie de ceux en fait qui font avancer les choses qui est la solution, je pense. Et qu'est-ce qu'ils seraient justement les alternatives pour rattraper ce train de retard selon toi dans le tourisme? L'accueil éventuellement, l'accueil qu'on a envers... Quoique, depuis quelques années... Ça s'améliore. Voilà. Ça s'améliore. Ça s'améliore, mais c'est aussi parce que les professionnels ici ont plus l'opportunité de voyager et de voir comment ça se passe ailleurs. Donc ce n'est que comme ça en fait qu'on peut être inspiré. Ça ne sert à rien de faire des formations, des séminaires, comment accueillir un client. Il faut voir et vivre. En fait, il faut pouvoir vivre les choses pour pouvoir ensuite essayer de les faire retransmettre à d'autres personnes. Pour la partie digitale, je n'ai pas vraiment de conseils. Enfin, moi, je suis très connectée, donc je fais énormément de veille dans ce domaine-là. Après, il y a des associations comme Martinique Tech, en fait, qui justement sont un regroupement d'entrepreneurs, etc., où on peut en fait échanger avec d'autres, apprendre des nouvelles choses sur l'île. D'accord. Ben, retenez, parce que je sais qu'il y en a qui souhaitent s'orienter aujourd'hui dans le secteur. Donc, Martinique Tech, n'hésitez pas à les regarder. On passe à la question suivante. Ok. Alors, je vais piocher. Une question peut-être où je peux quand même répondre. Alors, quelle est la richesse de l'île de la Martinique et de la Caraïbe? Alors, selon moi, la richesse de l'île de la Martinique, c'est notre côté double culture. C'est le fait qu'on ait cette connexion avec la métropole, donc la partie française, mais aussi ce côté très caribéen ancré en nous, sous le soleil, voilà, ce côté un petit peu plus... et puis les paysages, enfin... C'est un mode de vie, il faut vivre l'expérience. La Martinique, pour moi, c'est atypique chez nous, avec le rhum et spiritueux. Vous pouvez faire tout type de tourisme ici. C'est vraiment ça pour moi, la richesse de l'île, c'est que vous cherchez des spiritueux, on a. Vous cherchez des paysages, on a. Vous cherchez du balnéaire, on a. Vous cherchez deux types de sable, blanc ou même noir, on a. Donc, ça, c'est la richesse de notre île. Et la Caraïbe, pour moi, c'est tout simplement le côté soleil, le côté paradisiaque. C'est le fait qu'on ne soit pas sous le RER, sous la pluie, sous toutes ces choses. Et puis, l'accès à les îles d'à côté. C'est quand même... on est juste à côté. Donc, ça, c'est une grande richesse de pouvoir se dire, tiens, je vais à Sainte-Lucie, je vais passer une journée à Sainte-Lucie, je parle anglais, je reviens sur l'île. Ça, c'est une véritable richesse pour nous. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que tu en dis ? Pour moi, la richesse de la Martinique, c'est les Martiniquais. Voilà. C'est les Martiniquais parce qu'on a cette culture en fait, de l'art de la fête qui, je pense, n'est pas assez exploitée en fait, pour mettre en avant l'île.
Ça veut dire qu'on fait la fête souvent, de manière en fait très juste. Et ça, c'est quelque chose que nous, on invite nos touristes à se mêler à la population pour pouvoir vivre en fait ces moments-là. Et pour moi, c'est ça en fait qui fait la richesse de la Martinique. Oui, le rhum, c'est quelque chose, mais du rhum, il y en a dans d'autres îles. Les paysages, oui, oui, mais il y en a dans d'autres îles aussi. Les plages paradisiaques, oui, il y en a aux Maldives. Mais pour moi, vraiment, et je pense que c'est dessus en fait que la stratégie touristique de la Martinique devrait être construite. C'est sur les Martiniquais, c'est sur ces choses en fait, ces instants en fait qu'on vit et qui arrivent à déployer chez nous les meilleures parties. Et après pour la Caraïbe, je pense que c'est la richesse culturelle, littéralement. C'est vrai qu'on a la même souche en fait, culture un peu, je vais dire créole parce qu'on la va retrouver un petit peu partout. Mais après, le fait qu'on a des îles hispanophones, des îles anglophones et que chaque île a encore d'autres aspects de sa culture qui peuvent nous enrichir en fait. Et l'autre partie, c'est qu'on a la même histoire, quasiment. Donc ça aussi, je pense que ça crée en fait l'unité dans la Caraïbe. On se sent frères, effectivement, exactement. De par notre histoire. Ça. Et d'ailleurs, ça me faisait penser, quand tu as dit que c'est les Martiniquais qui font notre richesse, on était au carnaval, c'était le carnaval, et franchement, ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait de carnaval en Martinique, et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de touristes. J'ai vu des touristes, moi-même j'étais choquée, je me suis dit, oh, mais c'est devenu vraiment quelque chose où les gens viennent pour voir et si bien que j'ai des amis à moi là-bas qui m'ont dit l'année prochaine je suis là. C'est ça en fait, pour moi je pense que chaque île a son carnaval, mais celui de Martinique il est exceptionnel. J'ai vécu en Guadeloupe et je me rappelle qu'à l'époque, ma première année, quand mon ex-belle-mère m'avait dit on va au carnaval, moi, j'ai mis mes jambières, mes collants, mon maquillage, etc. Elle me demande où je vais. Elle dit, mais tu m'as dit qu'on va au carnaval. Donc, je me suis habillée. J'arrive à Pointe-à-Pitre. Les gens sont assis sur des chaises en train de regarder en fait du défilé et personne n'est habillé, personne n'est maquillé. Et du coup, là, j'ai commencé vraiment à regretter, à me dire, ah mince, mais du coup, on ne vit pas le carnaval en fait. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas venir et dire, je vais aller dans un groupe, je m'habille, etc. En Martinique, on a cette possibilité-là et ça ne coûte pas en fait 1 500 $ un costume. Exact. Et donc du coup, ça fait que, je trouve que c'est extraordinaire. On envoie tous nos clients, il faut aller au carnaval, il faut aller regarder la grande parade, il faut y aller, il faut le vivre en fait. Oui. Donc l'art de la fête, toujours. Question suivante. Alors, quel moyen de com est le plus efficace selon toi pour promouvoir des logements touristiques? Alors, je pense que ça dépend du positionnement des logements parce que chaque logement aura un positionnement bien particulier. Ça veut dire que les bungalows, ce ne sera pas la même communication parce que ce ne sera pas la même cible. Un bungalow, en général, c'est une chambre, 4 personnes grand maximum. Ce n'est pas une villa où on peut accueillir 14 personnes. Donc, je pense qu'il y a différents moyens de communication pour chacun des biens parce qu'il y a chacune des cibles. Après, je pense que le marché du marketing des influenceurs, c'est pas mal. Je pense que développer une page et entretenir sa communauté, c'est pas mal aussi. Après, je n'ai pas vraiment d'idée précise en fait. Je pense qu'il faudrait un sujet que je pourrais développer, mais ça dépend du positionnement du bien. Et tu en penses quoi par rapport au fait que justement aujourd'hui avec Airbnb, le placement de Airbnb par rapport à la Martinique, tu penses quoi justement quand tu deviens propriétaire? Est-ce que c'est intéressant de s'orienter vers le tourisme, notamment pour louer son bien de manière touristique Je pense que c'est intéressant, mais il ne faut pas se mettre en tête qu'on va gagner de l'argent. Voilà, je pense que c'est une très bonne stratégie pour construire son patrimoine. Ça veut dire acheter un terrain, faire un prêt, mettre une villa, s'assurer que les remboursements du prêt sont couverts et que les charges sont couvertes en fait par la location saisonnière, oui. Mais se dire qu'on va devenir riche en fait du jour au lendemain ou en 1 an ou 2 avec un investissement, non. Après, il y en a beaucoup aussi qui rénovent ou qui ont déjà en fait des biens qu'ils ont déjà fini de payer. Oui, là, à la rigueur, ça peut être intéressant, même très intéressant et rapidement. D'accord. Question suivante. Que pensent tes clients de notre île? Alors, mes clients en général, ils sont très contents. De l'île, du service, nous on essaye un peu de... Je dis pas qu'on essaye de rattraper, mais on fait tout pour avoir un service client en fait irréprochable.
ce que je pense qui est le plus important. Pour tout ce qui va être paysage, on va avoir les mêmes retours, c'est-à-dire la plage, c'était génial, le diamant, c'est trop beau. C'est des retours en fait que quasiment tous les touristes en fait auraient. Le marché, il y avait tellement de choses. Les restaurants, ils vont nous faire leur retour sur les restaurants. Là, en ce moment, on a pas mal de retours sur le chill, par exemple, au diamant, que c'est un super espace, etc. Voilà, ça dépend en fait. Quel genre d'excursion tu proposes justement? Par exemple, est-ce que c'est plus du tourisme balnéaire? Est-ce que c'est plus du tourisme vert? C'est quoi le type de tourisme que tu vends le plus à tes clients? Alors nous, on ne va pas vendre un type de tourisme en particulier. Ça veut dire qu'on va vraiment être sur la Martinique, il y a plein de choses à offrir, il faut faire un peu de tout. On ne va pas baser en fait nos conseils sur quelque chose. On va vraiment élargir. Donc il y a ceux qui veulent faire les distilleries, il y en a d'autres, on les envoie faire un tour à Grand-Rivière, les autres pour les plages, il y en a qui nous demandent des plages nudistes des fois. Enfin voilà, ça dépend vraiment en fait de ce que le client il veut. Après il y en a des fois ils me disent ah oui nous on veut faire que de la marche, que de la randonnée, ça et rien d'autre, et ils bookent une villa dans le nord et puis ils vont pas du tout dans le sud. Ça arrive aussi des fois. Donc ça dépend vraiment en fait de ce que le client il recherche. Question suivante. Pour une reconversion dans le tourisme, quels sont mes conseils ou formations à suivre? Alors je pense déjà que travailler dans le tourisme, en fait, il faut l'avoir en soi. Ça veut dire qu'il faut aimer faire plaisir, il faut aimer servir. Ça, c'est la base. Après, à partir du moment où on a cette base-là, il y en a qui ne font pas de formation, qui ne suivent pas d'études, mais qui arrivent en fait à grimper les échelons juste avec ça, en fait. Et de l'implication, de l'investissement, de l'ambition. Sinon, comme formation, je dirais un BTS tourisme ou un BTS hôtellerie, suivi d'une licence pro tourisme, des masters tourisme. Mais après, comme je dis, enfin, j'ai connu des gens qui avaient des masters et qui n'avaient strictement rien à faire en fait dans le milieu du tourisme parce qu'ils n'avaient pas en fait cette détermination de servir, ce plaisir de servir en fait et de s'investir. Donc j'ai envie de dire que les diplômes, et de mon expérience, moi je fais plus attention aux diplômes pour les recrutements. Donc déjà, pour commencer, parce que j'ai eu les deux expériences des personnes sans diplôme qui ont été extraordinaires et qui ont développé une relation client mais vraiment extraordinaire, et d'autres qui étaient plus diplômés que moi et qui n'avaient rien à faire là. Donc voilà. Oui. C'est vraiment, il faut que ça te prenne, que tu sois passionné, que tu ne sentes pas que tu vas compter tes heures, parce qu'en plus j'imagine c'est quelque chose qui est très prenant, le tourisme. Donc oui, il n'y a que la passion en fait dans tout ce que vous faites. Il n'y a que la passion qui va vous mener. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment ça. Et ce métier-là encore plus que d'autres, parce c'est vraiment quelque chose qui est difficile en fait. Comme on dit, les horaires, 4 mois dans l'année sont énormes, l'implication est énorme. Donc il faut vraiment en fait, il faut vraiment aimer. Merci. Alors, quelles ont été les difficultés auxquelles tu as dû faire face quand tu as décidé de te lancer dans le tourisme de luxe? Ton entourage t'a-t-il soutenu? Alors, je ne fais pas de tourisme de luxe en Martinique, déjà parce que pour faire du luxe, en fait, il faut que la stratégie d'un territoire elle soit globale. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste construire une villa à 2 millions et dire voilà, je fais du luxe. Pour pouvoir faire du luxe sur un territoire, il faut accueillir les jets privés sur le tarmac, il faut le contrôle soit destiné en fait au niveau des douanes que pour cette clientèle-là. Il faut les voitures de luxe qui vont avec, il faut les restaurants gastronomiques qui vont avec, et il faut le service qui va avec. Donc aujourd'hui, faire du luxe en Martinique, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est impossible pour quelqu'un qui veut le faire seul. Il faut plusieurs acteurs et il faut que la stratégie elle soit globale. Donc, par contre, j'aime bien dire qu'on fait du standing, du chic plus ou de la qualité supérieure. Donc, la plupart des difficultés en fait, que j'ai pu rencontrer, c'est au niveau du RH, donc des ressources humaines, du management. Donc, ça, c'était un peu compliqué au début. Après, maintenant, j'ai une équipe du tonnerre avec moi depuis 3 ans, d'autres qui sont arrivés en cours de route. Mais on arrive en fait à servir nos clients à appliquer la stratégie client de Service Plus. D'accord. Voilà. Et mon entourage m'a-t-il soutenu? Alors ma mère énormément. J'ai 2 parents qui sont complètement différents, qui sont ensemble depuis 33 ans et je ne sais pas comment. Mais mon père par contre, je pense que c'est comme beaucoup de parents, c'est
peux être directrice à la CAF, tu peux travailler à la sécurité sociale, c'est l'entrepreneuriat, ça le fait flipper. Voilà, ma mère, elle est chef d'entreprise, donc du coup, depuis le début, elle me soutient à tous les niveaux. D'accord. Et franchement, c'est quelque chose pareil pour moi quand j'ai dit à ma mère que je quittais mon travail stable, etc. Et pour revenir aux Antilles, elle m'a dit « Tu es sûre? Tu veux pas ?» Tu sens vraiment que ça les angoisse parce que c'est quelque chose… Et puis aujourd'hui, on est de plus en plus entrepreneurs. La jeunesse d'aujourd'hui, elle entreprend et ça crée un peu comme une espèce de fossé parce que c'est pas dans leur habitude à eux. Parce que eux, leur but, c'était d'avoir un travail stable. Une maison, être mariée, avoir des enfants. Nous, on cherche autre chose en fait. C'est-à-dire que notre accomplissement en fait ne passe plus par ça. Ne passe plus par, à 25 ans, être marié, des enfants, un crédit, un CDI, etc. Ça passe par d'autres choses. Et là, franchement, enfin, je ne peux que confirmer, j'ai une copine qui a quitté son job à 3 500 € net de salaire dans une très bonne entreprise pour aller parcourir le monde, par exemple. Donc ça veut dire que littéralement, les prisons dorées qui, au début des années 80, étaient gage de réussite, en fait, c'est plus le cas. Voilà. Donc… tout est différent. Et franchement, je pense que c'est important d'être soutenu, que ce soit par la famille, que ce soit par son conjoint, ça c'est super important. Oui, complètement. Enfin, moi, il y en a, ils n'ont pas tenu le coup, ils sont à côté. Donc, c'est vraiment très, très important en fait. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, je pense que quand on est une girl boss, c'est important d'avoir un conjoint qui est déjà accompli ou qui souhaite s'accomplir et ambitieux parce que nous, on n'a pas le temps. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exact. C'est pour ça que j'ai pas encore de diamant à mon doigt en fait. Non mais c'est vrai. Moi non plus. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on est à la recherche d'autres choses et c'est important d'avoir un partenaire en fait qui soit déjà accompli ou qui soit déjà en fait dans cette pas forcément en fait, ça peut être un partenaire accompli qui soit fonctionnaire ou autre, mais qui soit déjà dans cette démarche en fait d'action, enfin voilà, c'est super important. Oui. Selon toi, quels sont les axes d'amélioration à développer dans le tourisme en Martinique? Une meilleure connexion déjà avec le reste de la Caraïbe. Oui. Je trouve que c'est compliqué en fait d'arriver au stade de devoir prouver le potentiel de l'île à des compagnies américaines ou étrangères pour qu'elles viennent, alors que il y a déjà des connexions à Sainte-Lucie, il y a déjà des connexions à Barbade, il y a des connexions à Saint-Martin, et que ce serait tellement plus simple en fait. Je comprends déjà pas pourquoi American Airlines en fait a autant de connexions avec Caribbean Airlines, mais qu'on n'a pas Caribbean Airlines ici par exemple. Donc c'est des choses que je pense qui seraient améliorées, c'est vraiment les connexions. Je pense que les compagnies locales, donc Air Antilles Express et Air Caraïbes font déjà un bon job. Oui. Mais je pense que l'IAT, c'est pas suffisant. Oui. Voilà. Et par rapport aux tarifs des compagnies aériennes, tu trouves pas que c'est un peu exorbitant de pouvoir quand même aller sur l'île d'à côté en même pas 1 heure, alors que pour aller en Espagne, on paye juste 90 €? En fait, il y a des tenants et des aboutissants qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas du milieu du tourisme. Je vous donne un exemple. Par exemple, un avion, quand il reste garé sur le parking, sur le tarmac à Orly, c'est 22 500 € la journée. Donc, ce n'est absolument pas rentable pour une compagnie aérienne de laisser un avion en fait garé sur un tarmac. Je ne connais pas les tarifs en Martinique, mais je pense que ça doit être en fait assez élevé. Pareil. Donc, il y a par exemple cet élément-là, en fait, il faut avoir la vue un peu business pour pouvoir se dire ah ouais, effectivement ça coûte quand même très cher de faire un avion atterrir et de le laisser en fait là. Donc du coup, je ne sais pas quels sont les tarifs pratiqués en Martinique, mais je pense que ça pourrait être attractif peut-être de baisser ces tarifs-là, d'accueil à l'aéroport, etc., etc. Voilà. Mais comme je dis, je ne suis pas du tout vraiment dans l'industrie, donc je serais incapable de dire de combien d'euros ou de quel pourcentage on parle. Mais ça, ce serait déjà pas mal. Ce serait faciliter en fait l'accès à la Martinique pour d'autres. Après, je comprends, il y a toute cette rentabilité qui doit être en jeu, etc. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Après, les autres axes, une implication
de tous les Martiniquais dans la stratégie touristique de la Martinique. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être professionnel pour s'investir. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il suffit, quand on voit un touriste qui est perdu, de l'aider. Il suffit, enfin, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sans être professionnel du tourisme, mais s'investir en fait dans le développement de l'île. Voilà. Et du coup, quel processus tu as mis en place pour créer ton entreprise? Parce que je crois que tu avais participé à un concours, un pitch, il me semble. C'était quoi le processus pour lancer Sweet Caribbean Holidays? Alors, le processus pour lancer SCH, il y a plusieurs années. Ça date déjà de, je crois que c'était 2011, où je suis revenue des États-Unis avec cette idée. Et en même temps, pour finir mes études en fait, de management touristique. Sauf que je n'avais pas de fonds et je voulais absolument créer ma boîte. Voilà, donc il y avait ce concours en Guadeloupe qui était organisé par Orange et qui du coup visait à mettre en avant les projets en fait numériques. Et à l'époque, je voulais créer une plateforme en fait qui fait déjà ce qu'on fait maintenant, mais c'était moins clair. Et du coup, je me suis inscrite à ce concours. Donc on était 42 candidates, ensuite 6 demi-finalistes et puis 3 finalistes. Voilà. Et donc à la clé, il y avait une bourse de 10 000 € pour pouvoir, ou 10 ou 15, je ne me rappelle plus, pour pouvoir créer en fait sa boîte. Et le but, c'était que pendant 2 mois, en fait, on suivait des coachings avec des coachs certifiés en business qui nous apprenaient des stratégies digitales, etc., etc. Et le but, c'est que les internautes votent pendant ces 3 mois en fait, au projet qui leur tenait le plus à cœur. Donc voilà. Pour toi, quand tu te lances dans un business, c'est vraiment important d'avoir quand même des mentors, des gens qui t'accompagnent à créer ton entreprise, parce que souvent, seul, c'est compliqué. Tu dirais que créer son entreprise seul, c'est compliqué ou pas? Je ne dis pas que c'est compliqué, mais c'est mieux quand on maîtrise le sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver en Martinique quelqu'un qui va te dire « Ah oui, pour créer ton entreprise, c'est comme ça ». Sinon, on nous met à des postes administratifs des gens qui n'ont jamais créé eux-mêmes une boîte et qui ne savent même pas en fait quelle est la marche à suivre pour le faire. Donc en fait, il y a une différence entre la partie théorique et puis la partie sur le terrain, complètement. Au niveau des mentors, je pense que c'est important d'échanger avec beaucoup de monde. Ici, ça ne fait pas du tout partie de la stratégie en local de dire ses affaires, etc. Exact. Mais je pense que c'est super important en fait de discuter avec des gens qui sont expérimentés. Voilà, ça veut dire que moi, dans mon quotidien aujourd'hui, j'ai des clients, je gère leur villa, mais ce sont des anciens directeurs d'hôtel ou des directeurs d'hôtel, donc avec qui je vais discuter, qui auront des problématiques que moi je vais comprendre. On va parler de même chose en fait. Et c'est important de manière générale pour chacun en fait des aspects dont on a besoin d'être, d'avoir quelqu'un en fait qui soit plus qualifié que nous pour pouvoir en discuter, pour éviter justement de perdre du temps, de faire des erreurs qui auraient pu être évitées, quoi. Okay. Dernière question. Quels sont pour toi les différents types de tourisme? Parce qu'on parle de tourisme bleu, de tourisme vert. Est-ce que tu peux spécifier pour toi quels sont les différents types de tourisme? Franchement, je peux vous recracher un cours de stratégie touristique de la fac, mais il n'y aurait pas vraiment d'intérêt en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que un territoire va choisir l'aspect le plus intéressant à, je vais choisir le bon mot, j'aurais dit exploiter, mais ça ne sera pas le bon mot, va choisir en fait l'aspect le plus intéressant à mettre en avant. Voilà. Et ensuite, ils vont construire la stratégie de valorisation du territoire de cette façon. Mais quand on regarde par exemple la Dominique, elle s'est clairement positionnée en fait sur le tourisme vert parce que c'est l'aspect le plus important de la destination. Exactement. Donc tout est créé en fait autour de ça. Sauf que là, depuis quelques mois, il y a bien un hôtel de luxe en fait qui a ouvert sur l'île. Donc un hôtel de luxe à 500-600 € la nuit. Quand même. Donc ça veut dire que même si un territoire a choisi en fait de mettre en avant ou de mettre une image sur une destination, il y a toujours en fait des choses qui peuvent se construire autour. C'est la même chose pour Sainte-Lucie, qui aujourd'hui le positionnement, ça va être les honeymoons. Donc c'est le mariage, c'est les lunes de miel, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait, il y a d'autres choses. Donc moi je suis pas trop une fan en fait de styles de tourisme différents, etc. Je pense que chaque territoire a du potentiel. Après, pendant 10 ans, ça peut être ça qu'ils décident d'exploiter, et puis dans 10 autres années, ça peut être autre chose.
Peut-être que dans 10 ans, la Dominique va se dire mince, on est dépeuplé, on a besoin d'investisseurs, donc on va travailler sur le luxe. Ça peut être ça aussi. Donc ça dépend vraiment en fait du positionnement que le gouvernement décide en fait pour la destination. D'accord. On va terminer par le quiz de la rédac. Alors tu as le choix entre 2 propositions. Ok. Road trip ou croisière? Road trip. Rome ou Champagne? Champagne. Talon, basket? Basket. Caraïbes ou Europe? Caraïbes. Hip-hop R&B ou dancehall? Hip-hop. Own by femme ou Axel? Oh non, ça c'est un choix Joker. difficile. Je peux pas répondre, je les aime toutes les deux. Joker, t'as le choix. Tourisme balnéaire ou tourisme vert? Les deux, à des moments bien précis de ma vie. Le Prince de Bel-Air ou Ma famille d'abord? Le Prince de Bel-Air. Randonnée ou jet ski? Jet ski. Ou Berlin ou Paris? Berlin. Les Salines ou Anse-Michel? Anse-Michel. Team sage ou impulsive? Impulsive. Goyave ou Goyave? Goyave. Et Cardi B ou Nicki? Cardi B. Yes. Du coup, la Fafa, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à toi, Sarah. Merci à toi, Lucie, de m'avoir invitée. On a franchement partagé un bon moment. J'ai pu découvrir des choses. Et puis, c'est un plaisir de parler avec quelqu'un qui a des connaissances dans son domaine, qui a une véritable expertise et qui est passionné. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et puis, merci. Et puis, je pense qu'on reste connectés. C'est ça, exactement. La Fafa, on se retrouve du coup le mois prochain pour un prochain talk show en avril. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à nous faire des retours. Lancez-vous dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous passionne. Le tourisme, c'est un véritable tremplin. On vient d'une île. Je sais que je connais beaucoup de personnes qui sont en France et qui se disent « moi j'ai envie de rentrer ». Alors pourquoi pas rentrer et vous lancer dans une expérience dans le tourisme? Qu'attendez-vous? J'ai envie de dire, hein, c'est le moment que jeunesse se fasse, et jeunesse ne peut se faire que si vous rentrez, vous occupez de votre île. Voilà. On termine avec une musique, enfin un son que j'aime, je ne sais pas si tu connais, Faith Evans. Oui. Love Like This. Toujours dans le hip-hop, les gars. J'avoue, c'était trop bien ces sons-là. Franchement.